Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce Jeux C'était podcast hors série, un podcast spécial que j'avais envie de consacrer aujourd'hui à Tarek Francis, qui est une personnalité bien connue dans le monde du tennis. J'avais envie un petit peu de te présenter, de rappeler ce que tu faisais dans ce milieu et surtout de parler de ton salon de tennis qui approche à grands pas. Et où tu m'as fait l'immense honneur de m'inviter avec Je sais tes podcasts. Donc voilà, je voulais un petit peu faire tout ça. Ça, c'est le programme. Bonjour Tarek, comment vas-tu? On est dans les superbes infrastructures du Roseau, qui est ton club. Bonjour Christelle, oui tout à fait, ça fait 26 ans maintenant que je suis au Roseau. C'est pas peu, commencé dans un club où il n'y avait pas un membre, pas un élève, il y a 26 ans. Ok, et maintenant? Aujourd'hui, 1100 membres, 800 élèves et 22 moniteurs. Waouh! Et donc c'est vraiment très grand. Il y a combien d'hectares? Alors c'est un domaine qui fait 4 hectares, où pour le moment il y a 10 terrains de tennis et des projets à venir que je tiendrai secret pour l'instant. Ah oui, il y a toujours des petits problèmes de permis, des choses comme ça. Voilà. On connaît comment ça va. Tarek, parle-nous un petit peu de qui tu es, de ta passion pour le tennis, puisque comme moi, tu es un grand passionné qui a laissé tomber, entre guillemets, sa vie normale de salarié pour se lancer dans le tennis. Qu'est-ce qui te passionne? Tu joues depuis que tu es tout petit et pourquoi tu as fait ce choix-là de vie? Alors, j'ai rêvé un jour d'être le nouveau John McEnroe. J'avais un peu le même caractère. J'ai commencé à jouer quand j'avais 11 ans. Je ne suis jamais devenu le John McEnroe. J'ai fait une carrière comme technico-commercial dans une multinationale de l'informatique. J'ai jeté le costume et la cravate après 6 ans. Okay. Je me suis un peu cherché, puis je me suis retrouvé avec mon sport préféré, où j'ai commencé comme enseignant par hasard, pour peu que ça existe. Et derrière ça, j'ai continué cette carrière d'enseignant. Je me suis formé en Belgique. J'ai été voir comment ça se passait aux États-Unis. Je me suis formé aux États-Unis. J'ai été voir en Espagne. J'ai été voir en Italie. Wow. Je me suis formé en France. Je voulais voir les choses un peu différemment et pas rester uniquement belgo-belge. De toutes ces expériences internationales, laquelle t'a la plus marqué? Alors, j'ai un gros parti pris, c'est mon expérience française avec deux personnes que j'ai rencontrées. La première, Jean-Claude Marchon, il y a déjà pas mal de temps, qui est le père du mini-tennis au niveau mondial et qui l'a lancé en France d'abord. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer son disciple, Olivier Le Thor, qui est le créateur-concepteur du tennis couleur, qui aujourd'hui est plébiscité au niveau de la Fédération française de tennis. J'en suis devenu formateur également pour la FFT. Et voilà, donc cette expérience est celle qui m'a le plus marqué parce que j'avais les précédentes également. Et ça a trouvé tout son sens. Et puis 20 ans, mon enseignement tourne autour du tennis couleur. Ok, alors il y a une chose qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est que tu parles du mini-tennis. J'avais l'impression qu'on était précurseur au niveau du mini-tennis en Belgique parce que Olivier Rocus, Justine Hénin, on a toujours parlé énormément de leurs mains exceptionnelles parce qu'en Belgique, on jouait au mini-tennis. C'était... Jean-Pierre Collot. Oui, notamment. Et aussi M. Beckers. Aussi, et Yves qui a prolongé. Oui, tout à fait. Et donc, est-ce que on n'était pas un petit peu en avance par rapport à nos voisins français? Alors, la voix off m'a dit qu'en fait, en France, ils avaient déjà tout pensé, mais pas forcément exécuté, et qu'en Belgique, étant donné qu'on est les rois de la débrouille, l'AFT, c'était encore l'AFT à l'époque, Ouais. a pris le taureau par les cornes et a été très innovant sur la partie développement du mini-tennis, effectivement. Ok. Et donc aujourd'hui, ça c'est plutôt à l'AFT qu'il faudrait le demander, mais est-ce que c'est encore utilisé beaucoup dans les clubs? Ici, toi, avec la formation du coup que tu as, j'imagine que tu utilises ça beaucoup. Chez les enfants uniquement? Alors, je le fais de 3 à 77 ans. Alors, j'ai certains membres qui me disent j'ai 78, je ne peux plus. C'est bien entendu une référence à notre cher ami Tata. Mais sinon, oui, je pense que c'est de plus en plus utilisé dans les clubs, en tout cas au niveau du matériel. Au niveau de la pédagogie qui sous-tend le mini-tennis, là, je pense qu'il y a encore pas mal de travail pour former nos enseignants à se rappeler que l'enfant n'est pas un adulte en miniature. Et pour la partie adulte, j'utilise exactement la même pédagogie pour enseigner à des adultes qui n'ont jamais pris une raquette de leur vie ou qui l'ont prise et qui ne s'en rappellent plus.
Ok, donc ça veut dire que tu arrives avec des balles molles, balles rouges, pour enseigner à des adultes le début, les prémices du Même tennis. avec des ballons paille et des raquettes de 19 ou 21 inches. Ah oui, ok, c'est rare ça. Alors, D'habitude, on met une raquette de tennis dans la main de l'adulte, on lui dit vas-y, joue avec une balle dure. C'est peut-être pour ça qu'il s'en sort pas tout à fait bien. exactement, et je fais toujours ce parallèle. Si tu skis, ben, je pense qu'on t'a pas fait commencer sur une piste noire. Ben, le tennis, c'est le parallèle que je fais avec ces joueurs et Mm. joueuses. Je les fais commencer ben, sur une piste où ils peuvent jouer au tennis directement. Donc ils réussissent, ils s'amusent, ils progressent, ils rencontrent des amis, et résultat, ils restent au tennis. Mm. Et l'actualité du tennis, les joueurs belges, les pros, est-ce que tu les suis aussi? Tu es aussi passionné par ça ou juste plutôt par la formation? Alors, je suis passionné par le tennis à 360 degrés. Mon épouse tient toujours le coup. Après 27 ans, c'est presque un miracle. Donc oui, je suis l'actualité. J'ai suivi la dernière rencontre de Coupe Davis également. J'ai même échangé avec notre cher secrétaire général en lui disant alors ça va les émotions qui étaient, comme tu as pu en témoigner, fortes. Oui, ouais, c'est clair, c'était incroyable. T'en as pensé quoi justement? Tu penses quoi de la relève? Parce que je discutais avec quelqu'un hier qui me disait à quel point David Goffin, bon, qui n'était pas là certes parce qu'il est devenu papa. Félicitations David d'ailleurs si tu nous écoutes. Mais on disait qu'il était peut-être arrivé un peu trop vite après Justine et Kim et qu'on avait un petit peu occulté ses incroyables performances. Il a quand même été numéro 7 mondial. On a tendance à l'oublier quand je vois tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on a une belle relève qui est là. Mais David n'est pas encore parti. Il a encore quelques belles années devant lui. Comment tu vois ce tennis belge aujourd'hui? Alors, je vais faire deux parenthèses, si tu me permets. D'abord, la période Justine et Kim était une période exceptionnelle. Je pense qu'il n'y a aucun pays au monde qui a vécu numéro 1 et numéro 2 mondial en alternance. Les États-Unis. Oui, c'est un continent, ça, c'est plus Oui. un pays. On aurait peut-être pu en faire un peu plus pour surfer sur cette vague-là. Cela étant, effectivement, comme tu le relèves et comme j'ai plus de cheveux pour qu'ils s'érissent sur ma tête, mais ça me rend toujours fou quand j'entends les gens aujourd'hui se permettre de critiquer les performances de David. Il a fait des choses exceptionnelles dans une période exceptionnelle. Rappelons-nous qu'il y avait quand même un Big Four dont il ne reste plus qu'un seul représentant sur le circuit. Un et demi. Un et demi, allez. Je ne les coupe pas en deux, j'aime pas. Voilà, il a fait des choses vraiment exceptionnelles et je pense que les joueurs de club ne se rendent pas compte ce que c'est de performer à haut niveau. Et que même être dans le top 100 mondial aujourd'hui, tant masculin que féminin, ça relève déjà de l'exploit. Mhm. Ouais, et est-ce que tu trouves qu'on en fait assez en Belgique? Je reviens de Bologne, donc d'Italie, où j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de gens là-bas qui m'expliquaient pourquoi le tennis italien était à ce point relevé aujourd'hui avec, je crois qu'ils ont 6 joueurs dans le top 100, un truc de dingue. Et des joueuses de l'autre côté aussi. Et des joueuses, évidemment. Mais il disait, parce qu'on développe des challengers à tous les coins de l'Italie, parce qu'il y a beaucoup de tournois, beaucoup de structures privées qui sont prises en considération, et pas, il y a la Fédé d'un côté et les autres se débrouillent. Ils ont vraiment uni leurs forces pour faire quelque chose ensemble. Est-ce que tu penses qu'en Belgique, on est sur la bonne voie en matière de formation des jeunes vers le haut niveau? Alors je pense que on a tout le potentiel pour le faire vu que ça a déjà été fait. Je rebondis sur ce que tu disais par rapport au tennis italien auquel je m'intéresse. J'ai quelques amis qui travaillent à la Fédé, avec lesquels on va peut-être monter une conférence d'ailleurs autour du tennis italien. Je te ressolliciterai. Ouais. Et effectivement, en Italie, il y a plusieurs facteurs. Il y a une vision à long terme. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est fondamental. Prenons l'exemple du hockey en Belgique. C'est l'un des seuls sports où il y a eu une vraie vision nationale à long terme. Donc le tennis italien, une vision à long terme, met tous les acteurs privés et institutionnels autour de la table et ramer tous dans le même sens. Et quelque chose sur lequel j'insisterai jamais assez, un énorme investissement sur ceux qui pour moi sont les ambassadeurs de notre sport, les enseignants. Oui. Ils ont énormément investi dans la formation, dans la valorisation du métier d'enseignant. Voilà. Et ça, je pense qu'en Belgique, on est encore en tout cas
du côté francophone, je connais moins le côté néerlandophone. On a un énorme travail à faire à ce niveau-là. Mais on parlait tout à l'heure de David Goffin, mais c'est vrai que ça pousse derrière. On a une belle relève avec, on l'a vu à Bologne avec Zizou, avec Alexander Bloch, avec Raphaël Collignon, il y a Gauthier Auclin qui est là aussi. J'en oublie certainement, mais c'est vrai qu'on peut se réjouir de voir des gars comme ça qui arrivent et qui vont porter l'équipe nationale dans le futur. Enfin, on espère. Tout à fait. Donc, j'adore ces porte-drapeaux. Je vais revenir à un métier que je connais mieux, qui est la gestion de club, la gestion d'école de tennis. Je pense qu'il faut investir à 360 degrés dans le tennis. Il faut effectivement mettre en avant ces porte-drapeaux et il faut faire un travail de fond au niveau du club, au niveau des structures privées, pour qu'on détecte le plus large possible au sein des clubs et qu'il n'y ait pas forcément d'exclusion, comme on peut le voir un peu chez nos amis français, où il y a énormément d'appelés et très peu d'élus. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un travail à 360 degrés à faire, et là, on sera gagnant. Oui, parce que c'est vrai qu'on a plutôt intérêt à regarder du côté italien comment ils fonctionnent, qu'en France, où ils font des bonnes choses, mais où effectivement, il y a plus de... avec la fédération, c'est peut-être parfois un petit peu plus complexe. Je réagis. Tu peux. Alors, je réagis. Je pense qu'en France, il y a une formation des enseignants qui est exceptionnelle. Je ne vais pas te dire le contraire, parce qu'un tiers de mon équipe est française. Effectivement, ils sont très bien formés. Je pense qu'il y a de très bonnes structures de formation. Et je crois que ce qui manque le plus dans le tennis en général, et un peu plus en France, c'est de développer ce qui se passe sous le capot. Autrement dit, la partie mentale, et que les joueurs et des projets, les joueuses et des projets sur du long terme, où on ne leur met pas la pression le lendemain matin. Je garde toujours en exemple Gasquet venait de gagner les petits As. On lui fait des couvertures dans tous les sens. Ce n'est pas un environnement propice pour former un jeune. Et donc je pense que c'est plus là où le bas blesse. Il faut donner le temps au temps. À un joueur, ça prend minimum 10 ans à être formé. Donc voilà, quelle que soit la politique sportive qu'on met en place, si on n'a pas un plan décennal, on n'a rien en fait. Oui, et ça j'en avais parlé l'année passée à l'European Open avec Emmanuel Planck, qui est un gars super chouette, qui est vraiment adorable et qui était très intéressant. On avait fait un double podcast avec lui. Si vous avez l'occasion d'aller écouter Emmanuel Planck sur cette formation, c'est le coach d'Empechi Péricard, le jeune Français qui émerge aussi. Donc voilà. Tarek, je voulais aussi évidemment évoquer le salon tennis, parce que c'est une des grandes parties de ton activité. Est-ce que tu peux nous parler de ça, parce que tu l'as déjà organisé à plusieurs reprises, dans plusieurs pays, en France. Ça consiste en quoi et quel est l'objectif de ce salon tennis? Alors, la genèse, elle a été basée sur plusieurs éléments. Le premier, c'est un événement pour les professionnels du secteur du tennis. Ça n'existait pas. J'ai pu participer il y a quelques années à un salon à Paris où on m'avait vendu un stand comme étant un salon professionnel, et en fait c'était un salon grand public où les gens venaient voir des raquettes et ainsi de suite. Ça n'intéresse pas directement le gestionnaire de club, le gestionnaire d'école, le coach. J'ai eu l'occasion d'aller sur des événements aux États-Unis, qui soient des symposiums d'organisation comme la PTR, l'USPTA. Là, ils font un mix pour des professionnels du secteur. Donc, je me considère comme un professionnel du secteur. Donc, j'aurais bien voulu trouver ce genre d'événement. Me balader dans des salons pendant toute une journée pour voir 2 stands intéressants, pas top pour moi, j'ai d'autres choses à faire. Donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui m'intéresserait en fait? Ce qui m'intéresserait, c'est que ça me prenne peu de temps. Donc, les événements comme on les organise aujourd'hui, sous le slogan de Racket Experience, vu qu'on élargit le spectre du tennis à d'autres sports de raquettes aussi, c'est qu'en 4 heures, on a vu plusieurs innovations. On sait qu'en se déplaçant sur une dizaine d'innovations, il y en aura au moins la moitié qui vont m'intéresser. Premier élément. Deuxième élément, on a rajouté des conférences avec des thématiques autour de l'innovation, de la technologie, de la pédagogie, pour progresser dans nos métiers et professionnaliser nos métiers. Et troisième élément, on en parlait en off sur d'autres sujets, le dirigeant de club, l'enseignant, le dirigeant d'école, il est souvent seul. Il est souvent seul dans son monde, et donc le partage des bonnes pratiques pour notre métier, je pense que nos métiers
je pense que c'est un élément incontournable pour faire grandir nos sports de raquettes. Et donc, tu fais venir des experts d'autres pays, tu fais venir quel orateur pour Alors, soutenir? donc, la thématique, c'est innovation et technologie pour l'enseignement et les infrastructures sportives. Donc, on balaye relativement large. Cette année, on a une trentaine de partenaires. Ça va être le plus gros salon qu'on ait jamais organisé. Donc, on va se retrouver, Olivier Le Thor, dont je parlais là tantôt, est l'un des orateurs. On aura plusieurs sociétés innovantes d'un peu partout dans le monde. On a la société Baseline Vision qui fait tout ce qui est prise, capture d'informations sur le terrain qui nous vient d'Israël. On a une société suisse, une société italienne, française, luxembourgeoise, j'en oublie certainement. Donc là aussi, c'était une volonté de ne pas rester belgo-belge, mais de voir ce qui se fait ailleurs et de mettre en avant de véritables innovations. Et comment tu as fondé ta notoriété? C'est la 40e édition. Et comment tous ces gens ont entendu parler et ont envie de venir? Alors, la première édition, on l'avait faite au Roseau pour lancer un premier exposant qui se lançait sur le marché belge. Et puis, on a procédé par essai-erreur. Je pense qu'on est à la 7e ou 8e édition. Okay. Il y a des éditions qui ont très bien fonctionné, d'autres éditions qui ont un tout petit peu moins bien fonctionné. Le fait est qu'à tout le moins, ça n'a jamais été des pertes de temps, vu comme je te le disais, en 3-4 heures, on a largement fait le tour. On offre à boire aussi, on offre à manger. Donc, ça va alors. En 3-4 heures, tout est dit. Si tu as de la TK au fût, c'est bon, la journée sera réussie. Voilà, donc chaque événement a connu une réussite. Aujourd'hui, je pense que pour le 5e anniversaire, ce sera vraiment une belle édition. Et donc les gens qui sont intéressés de venir, c'est de quand à quand? C'est où? Ça coûte combien? Est-ce que tu peux nous donner toutes les infos pratiques? La date, le jeudi 17 octobre, on a une session journée à orientation enseignement où on invite les enseignants des différents sports de raquettes, où on invite également les professeurs d'éducation physique, tout simplement pour introduire les sports de raquettes dans leurs cours également. Donc vraiment une structure enseignement. Là, on va partir on commence à 10 h jusqu'à 15 h avec des options workshop jusqu'à 17 h. Et puis la session du soir commence à 18 h jusqu'à 22 h. Et là, on va partir sur du développement d'infrastructures avec des présentations et des conférences autour de ces sujets-là. D'accord. Et donc, le paddle, le pickleball aura autant sa place? Alors, donc, dans toutes les thématiques proposées, il y aura du tennis, du paddle, du pickleball, du street racket, du pop tennis qui nous vient des États-Unis, du cardio tennis qui nous vient des États-Unis et de la réalité virtuelle qui nous vient d'Autriche et d'Australie. Ah ouais. Et du beach tennis, non? J'avais pas de terrain sous la main. Mais alors, la pop tennis, ça, j'ai jamais entendu le concept. Alors, j'ai un membre qui m'en a fait un résumé très simple. En résumé, Tarek, le pop tennis, c'est du padel sans les vitres. Oula. Et donc, pour un tout petit peu nuancé, donc ça se joue sur un terrain de 15 mètres en double, comme pour le padel. Les raquettes ressemblent à des raquettes de padel, mais ce ne sont pas des raquettes de padel parce qu'elles accrochent un peu plus la balle. Et ça permet quoi? Ça permet de rendre cette activité accessible sur un terrain de tennis, comme sur un terrain dédicacé pop tennis. Voilà, donc très facile d'accès, très facile à mettre en place dans un club de tennis. On joue sur du plus petit, quoi, c'est tout. On joue sur un plus petit, avec des palettes, avec des balles vertes, donc moins vives également. Service par en dessous, c'est comme le paddle. Je dirais que le gros avantage que j'y vois, c'est qu'il y a un transfert plus direct potentiel du pop tennis vers le tennis. On est sur le même genre de schéma tactique et on est sur le même genre de gestuelle technique pop tennis, là où le paddle, il y a quand même pas mal de différences. Oui, et avec le pickleball, parce que quand tu m'expliques, j'essaie de visualiser, je me dis on est un peu dans le pickleball. Alors, le pickleball, le terrain est encore un peu plus petit. Les balles sont différentes de celles qu'on joue au tennis. La tactique est différente de celle qu'on va retrouver au pop tennis et au tennis. Et le comptage des points et ainsi de suite est quand même fort différent. Mais c'est très fun aussi.
Ok. Bon, mais écoute, en tout cas, je serai là et je suis impatiente de voir. Oui, je suis impatiente d'entendre tous ces orateurs, d'apprendre toutes ces nouvelles technologies. Je pourrais faire quelques podcasts sur place avec des Avec invités. grand plaisir. Ce sera intéressant. Mais merci beaucoup, Tarek, Merci à toi, Christelle. d'avoir été mon invité. Je crois que on va se revoir en 2025. Je vais essayer de t'inviter sur des épisodes, mais ce sera du débrief d'actualité. Je te préviens. J'essaierai d'être à la hauteur. Il faudra que tu dis des dossiers. Et alors, tu connais bien Philippe Dehaze également, qui est mon consultant. Je connais Philippe depuis quelques années maintenant, oui, tout à fait. Mais lui est aussi innovant avec d'autres casquettes, d'autres perspectives. Mais pour te donner un exemple concret, j'ai amené le cardio-tennis en Belgique il y a quelques années et Philippe faisait partie de ma première levée d'enseignants qui sont venus suivre la formation. Et c'est quoi le cardio-tennis? Excuse-moi, je te pose beaucoup de questions, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Alors, le cardio-tennis, c'est un cours collectif de fitness sur un terrain de tennis. Ça se joue en musique avec des cardio-fréquences mètres, avec balle rouge, balle orange. Ça bouge non-stop. Avec des raquettes? Avec des raquettes de tennis, oui, oui. Okay. Tu as entre 8 et 12 participants sur le terrain et on est vraiment dans un cours collectif fitness. L'objectif, c'est bouger, frapper beaucoup de balles. Donc ça permet de progresser au tennis aussi, ça permet de faire progresser le cardio et c'est quand même, même si j'adore aller en salle de fitness, c'est quand même nettement plus fun qu'aller dans une salle de fitness. Ah ben, moi, je suis preneuse pour une petite épisode YouTube. J'ai testé le cardio-tennis. Eh bien, écoute, donc, si tu viens le 17 octobre, on présentera le cardio-tennis également. Oui, voilà, oui. Plein de choses sympas qui nous attendent. Et il y a une dernière question que je voulais te poser avant de te quitter, parce que ce club, j'y suis venue quand il y avait Marina Zanevska, qui s'entraînait ici longtemps, une adorable personne qui maintenant vit en Allemagne, qui a pris sa retraite il y a 1 an, mais elle s'est entraînée ici. Alors, ça a été son camp de base. Ouais. Alors, pour la petite histoire, on va rendre à Philippe ce qui est à Philippe. Ouais. C'est grâce à lui qu'elle est arrivée en Belgique. Et c'est Geoffroy Verstraeten qui a été son dernier coach. Ouais. Geoffroy était un de mes premiers élèves au réseau. Donc, à un moment, il m'a dit, tiens, je cherche un camp de base en Belgique, où est-ce que je pourrais m'installer? Je dis, bah, écoute, arrête de chercher, reviens à la maison. Et donc, oui, Geoffroy, il est toujours là. Il entraîne une jeune du club qui a commencé à 3 ans et demi, donc qui est sur un projet aspirante pro, ouais. Et d'autres projets autour d'aspirante pro et de pro dans notre structure. Ok, bon, super. Voilà. On et va avec suivre Marina, ça. on s'est bien amusé. J'ai fait du tennis couleur avec Marina, figure-toi. Oui, oui. On a fait des séances où elle m'a regardé comme un extraterrestre et puis au bout d'une demi-heure, j'avais l'impression qu'elle avait lu le manuel, elle avait tout compris. Et donc, tennis couleur, rebriefe-nous brièvement ce que c'est. Alors, donc, c'est un concept d'apprentissage du tennis, quel que soit le niveau, où on va travailler de façon ludique les fondamentaux des fondamentaux du tennis. Donc, travailler l'œil, travailler les jambes, travailler la frappe, en privilégiant la précision avant d'aller sur de la vitesse. Et oui. Et avec le jeu. Et que du jeu. Ok. Et c'est la base de ton enseignement. Oui, tout à fait. Bon, super intéressant. Merci beaucoup, Tarek, d'avoir été mon invité. Merci à vous d'avoir été fidèle au rendez-vous. Et on se retrouve au maximum le 17 octobre alors. Avec plaisir.